Et c'est l'heure tout de suite du journal de l'économie avec vous, Karina. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Direction tout d'abord les États-Unis. Évidemment, Barack Obama entame officiellement son second mandat et parmi ses priorités, le chômage et les finances publiques. Oui, car si l'économie va mieux qu'en 2009, le chômage n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise et la crise a coûté très cher aux finances publiques et au président qui, entre-temps, s'est fait quelques cheveux blancs, comme l'attestent ces deux photos officielles prises à 4 ans d'intervalle. Alors pour ce second mandat, le président réélu entend accélérer la reprise économique entamée en 2010, une croissance qui pourrait se limiter à près de 2% cette année. Alors c'est certes mieux qu'en Europe, mais cela reste insuffisant pour relancer la machine à créer durablement des emplois et réduire rapidement le taux de chômage qui est repassé sous la barre des 8% à la fin de l'année dernière, son niveau d'il y a 4 ans, mais cela reste très élevé pour les États-Unis. Et côté finances publiques, justement, le président réélu a remporté ce vendredi une mini-victoire. Oui, les Républicains ont fait savoir qu'ils accepteraient de relever le plafond de la dette pour 3 mois, le temps pour le Congrès de voter le budget. L'État fédéral pourrait ainsi continuer à se financer jusqu'à fin février, sans faire défaut. En contrepartie, les Républicains exigent d'importantes coupes budgétaires. Il est 9h21 à Paris, on va aller jeter un œil du côté des marchés, les marchés européens qui ont ouvert, ça donne quoi? Les marchés qui débutent la semaine en hausse, sur fond d'espoir d'une résolution provisoire de la question du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Ambiance plus mitigée sur les places asiatiques, le Nikkei notamment a clôturé en nette baisse. Après avoir fortement augmenté en fin de semaine dernière, les investisseurs japonais attendent l'annonce de nouvelles mesures de relance monétaire. Sous la pression du Premier ministre Shinzo Abe, la Banque du Japon pourrait en effet racheter massivement des actifs pour lutter contre la déflation. Et puis la place de New York restera fermée aujourd'hui en raison de la célébration du Martin Luther King Day. En Europe, on attend aujourd'hui une nomination importante. Les ministres des Finances des 17 pays de la zone euro se réunissent pour leur premier Eurogroupe de l'année. Et sauf surprise, l'actuel ministre des Finances néerlandais devrait être nommé par ses homologues pour succéder au luxembourgeois Jean-Claude Juncker, en poste depuis 8 ans. Portrait de cet inconnu signé Axel Simon. Il s'appelle Jeroen Dijsselbloem, il a 46 ans et il est l'actuel ministre des Finances néerlandais. Et l'une de ses forces, c'est d'avoir été adoubé par Berlin et par le président sortant de l'Eurogroupe lui-même. Jean-Claude Juncker voit en lui un successeur de choix. Le ministre des Finances néerlandais a présenté sa candidature et c'est un bon candidat. Ce jeune ministre des Finances est entré en fonction il y a 2 mois à peine. Il a commencé sa carrière politique en 1992 chez les travaillistes de son pays, puis a grimpé les échelons de sa formation politique pour devenir député en 2000. Ses collègues le présentent comme un fin stratège et un bon médiateur, des qualités essentielles pour intégrer l'Eurogroupe, l'enceinte qui rassemble les 17 ministres des Finances de la zone euro et qui a arbitré notamment sur les plans de sauvetage en Grèce, au Portugal et en Irlande. Surtout, il est considéré comme un candidat crédible et de compromis. Il vient d'un pays fondateur de l'Union européenne, qui plus est, dont la dette est encore notée AAA par les agences de notation. Jeroen Dijsselbloem a adopté une position plus souple que son prédécesseur aux finances sur la Grèce, tout en prônant la poursuite d'une politique budgétaire rigoureuse. De quoi rassurer à la fois les pays du Nord et du Sud de la zone euro. Je voudrais remercier le président Juncker pour ce qu'il a fait pour l'Eurogroupe et pour tous les conseils qu'il m'a donnés, à moi, nouveau venu dans le monde de la finance. Une inexpérience pointée du doigt par certains dans la classe économique européenne, c'est le cas du ministre français. Pierre Moscovici regrette son manque d'expérience sur les sujets économiques et européens. Allez, on poursuit avec les déboires du Dreamliner. L'enquête en cours sur les problèmes de batterie de l'appareil devra durer au moins toute la semaine. Oui, et les autorités américaines ont d'ores et déjà écarté la thèse d'une surtension à l'origine des 2 incendies de batterie à bord de 787 de la semaine dernière. En attendant, les avions restent cloués au sol et ces livraisons sont stoppées. Une décision qui va coûter cher à Boeing et à ses sous-traitants, mais aussi aux 8 compagnies concernées. All Nippon Airlines annonce qu'elle va annuler 335 vols rien que cette semaine, affectant 48 000 passagers. Le deuxième groupe de luxe au monde rate ses objectifs de vente. Richemont annonce des ventes en hausse de 5% contre plus de 7,5% prévus initialement. Le groupe suisse qui détient notamment Cartier, Montblanc ou Dunhill pâtit d'une stagnation de ses ventes en Chine. Son titre perd plus de 6% à la bourse de Zurich et par ricochet, les titres PPR et LVMH sont les plus fortes baisses à Paris.
Et puis cette contre-attaque, celle du fondateur du site de téléchargement Megaupload. Kit.com a lancé en fanfare un nouveau site de téléchargement. Son site précédent, Megaupload, était accusé de faciliter le téléchargement illégal. L'entrepreneur allemand en liberté, sous caution en Nouvelle-Zélande, l'assure, cette fois-ci, il respectera les droits d'auteur. Précision de Stéphanie de Silguy. Bienvenue au méga lancement. Un an jour pour jour après la perquisition de sa propriété en Nouvelle-Zélande, le créateur de Megaupload lance Mega, un nouveau site de partage. Pour fêter son méga site, une méga fête au scénario ironique. Des acteurs déguisés en commando et des vrais hélicoptères pour une reconstitution à l'identique de son arrestation. Malgré quelques ratés techniques lors du lancement dû à l'afflux d'internautes, Kim.com revendique 1 million de visiteurs dès les 14 premières heures et plus de 500 000 utilisateurs inscrits. Mega se présente comme un service de stockage en ligne, plus sécurisé et plus puissant que Megaupload. Son créateur assure aussi que les données échangées sont inaccessibles aux administrateurs du site. Votre droit à la vie privée est un droit humain de base. Il est inscrit dans la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. Je pense donc que cela serait difficile de rendre l'encodage illégal. Le client, l'utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, nous allons entrer un code secret pour accéder aux informations. Seuls vous et moi pourrons y avoir accès. Kim.com ne sera pas en mesure d'y accéder. C'est une étape indispensable car s'il peut décrypter vos données, il n'est plus protégé par la loi. La loi, Kim.com commence à la connaître. Kim Schmitz, de son vrai nom, se trouve depuis un an sous la menace d'une extradition aux États-Unis. Il pourrait y être jugé pour violation des droits d'auteur. Il risquerait jusqu'à 20 ans de prison. Et puis on va finir avec cette polémique insolite au Canada. La fleur d'érable qui apparaît sur les nouveaux billets de 20 $ serait norvégienne, un comble pour un emblème national. En tout cas, c'est ce qu'affirme aujourd'hui un botaniste du Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique. Écoutez-le. Nous n'aurions jamais pensé mettre une feuille de palmier sur les pièces de monnaie canadiennes, ni un tigre ou un babouin ou quelque espèce que ce soit qui n'est pas originaire du Canada. Ce devrait être la même chose pour la feuille d'érable norvégienne. Alors interrogée, la Banque du Canada se défend d'avoir commis une erreur. Selon elle, ce serait en fait un mélange de différentes espèces que l'on peut trouver sur le territoire canadien. Notez au passage que le gouverneur de la Banque centrale du Canada deviendra bientôt le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Sinon, on aurait pu carrément mettre une bouteille de sirop d'érable, ça aurait été réglé comme ça. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Voet pour un tout nouveau journal. A tout de suite.